évidemment, t'es venu au monde à Machouiats ou proche de Machouiats, puis ton enfance ici, ça peut ressembler à quoi, par exemple, par rapport à ce que tu as connu de la culture des Premières Nations, des Pequot-Nutch, tes contacts avec les gens de la communauté ici, de mémoire? De mémoire, oui, je suis née ici. Je suis restée ici jusqu'à 18 ans, jusqu'au temps que mes études secondaires soient terminées. J'ai étudié à Robertval, ici à Mastoyat aussi, c'est sûr, pour l'école primaire. Ici, c'est chez nous, c'est vraiment la base de ce que je suis. Euh, Quand j'étais jeune, on allait peu en territoire à l'extérieur. Je sais que dans ma famille, il était vraiment établi à Mastoyat. Comme ça, nous autres, notre territoire était à l'intérieur, comme tous nos contacts avec la forêt de proximité, avec le lac surtout, parce que le lac, pour nous, euh, chaque week-end, c'était l'été, les grandes promenades en canot, c'était la pêche, c'était embarquer toute la famille dans le canot et faire quelques kilomètres pour aller camper. Papa montait la tente, puis on s'installait pour plusieurs semaines sur le bord du bois. C'était à ce moment-là qu'on appelait la plage Robertson, mais un peu plus loin. On avait un petit terrain, puis on s'installait là et toute la famille, notre famille proche, la famille un peu plus éloignée, nos cousins, cousines, les amis de nos parents, ils venaient nous visiter, autant la famille Curtness, les Courtois, et ils venaient nous visiter, puis là, on se baignait ensemble en face du campement, et c'était notre grande joie de l'été, là. C'était notre loisir principal. Puis, tout au long des saisons, en hiver aussi, en hiver, tu vois, on avait un immense terrain de jeu qui était le lac. Alors, on allait patiner sur le lac. On allait se glisser aussi. On avait des pentes extraordinaires. Si on regarderait aujourd'hui, on trouverait ça excessivement dangereux de glisser à ces endroits-là. Parce en face de chez mes parents, il y avait. C'était le cran. On prenait des glissades incroyables jusque sur le lac. C'était peut-être dangereux, peut-être, mais c'est pas grave. Personne n'est mort de ces glissades extraordinaires-là. Maintenant, c'est des accès qui sont plus possibles, malheureusement. Puis, oui, c'était toujours à proximité du lac. C'était notre lieu, nos lieux de jeu, c'était le lieu des rencontres, c'était l'école aussi, c'était partir de notre petite maison sur le bord du lac, puis monter à tous les jours à l'école, traverser la voie ferrée et se faire des petites chicanes, puis avoir des alliés. Moi, ma principale alliée, ça a toujours été Lina Courtois, qui était comme ma protectrice. Là. Lina était quand même assez costaude et j'avais pas peur quand j'étais avec elle. L'intimidation, ça n'existait pas autour de moi parce que je me sentais en sécurité. Mais ça a été une époque vraiment très. Je pense qu'elle était heureuse aussi. Puis ça a été une époque aussi où j'ai vécu beaucoup dans la maison de mes grands-parents. La maison de la fourrure, l'odeur de la fourrure. Cette odeur-là, ça nous a comme imprégné, là, parce que comme mon grand-père était marchand de fourrure, dans sa maison, on entrait en contact avec plusieurs personnes de la communauté. Les gens venaient vendre la fourrure, ils venaient échanger avec mon grand-père. Ce que je savais de lui, c'était qu'il y avait des systèmes économiques différents dans la communauté. Et mon grand-père respectait ça. Il avait des ententes avec les Inuits. Et puis, il y avait des échanges de la fourrure. Il y avait son petit commerce qui faisait concurrence à la compagnie de la baie du Thon. Lui, il vendait aussi la fourrure, la graisse et tout ce qu'il fallait pour que les gens aient tout ce qu'il faut pour retourner en forêt après la saison d'été.
fait que c'est des souvenirs comme ça qui me reviennent. Puis cette maison-là, avec autant l'odeur de fourrure comme le transit des touristes aussi. Oui. Oui, les touristes qui venaient pêcher sur le Piaguagami, qui était déjà très, très réputé pour sa magnifique Wananiche. Mm. Et Vous c'est étiez- un peu ces souvenirs de jeunesse, si on veut. D'accord. Je te vois, là, c'est juste pour les besoins de la forme, de la chose. Vous avez continué à partir de 18 ans, vous êtes parti de la communauté, mais vous êtes allé aux études, j'imagine. Quelle formation vous avez? Lorsque je suis partie de Roberval, c'est-à-dire de l'école de Roberval, pour aller à l'extérieur, j'ai commencé par aller au collège de Jonquière comme c'était une 12e année à ce moment-là. On appelait ça CPES, un cours préparatoire aux études supérieures. Et puis, on avait des conseillers pédagogiques ici à Mastroiat, un monsieur Gagné, si je me souviens bien. Puis, j'avais prévu continuer au collège de Jonquière l'année suivante pour étudier en travail social ou en réadaptation pour travailler avec les jeunes. Parce que dans ma tête, il y avait juste une chose qu'il fallait que je refasse, c'est de pouvoir me prendre une formation puis revenir à Mastroiat par la suite pour travailler pour les nôtres, pour travailler chez nous. Mais j'avais essayé entre-temps, quand j'étais au secondaire, j'avais essayé l'enseignement. J'ai remplacé ma tante Madeleine une journée. Ma tante Madeleine, qui était professeure en première année, je l'ai remplacée une journée qui a été excessivement longue. Je m'en souviens encore, c'est la journée la plus longue de ma vie. Et gérer la classe de première année, non, c'était trop difficile pour moi. J'ai dit, oh non, l'enseignement, c'est pas pour moi. Puis, j'ai essayé aussi de travailler avec, à ce moment-là, c'était la gare de l'Évêque, au dispensaire. J'ai dit, je vais aller voir, peut-être que j'aimerais être infirmière. Alors, cette expérience-là, oh non plus. J'ai compris assez rapidement que c'était pas pour moi non plus. Okay. J'admirais beaucoup ces professions-là. J'admirais les personnes qui réussissaient à passer à travers la formation et travailler dans ces domaines-là, mais moi, c'était pas pour moi. Donc, après le CPES, le conseiller pédagogique ici me dit « Lise, tu peux aller à l'université tout de suite, là. » Il dit « Fais une demande à l'Université de Montréal, tu peux rentrer tout de suite, puis continuer une formation dans un domaine que tu préfères. » J'avais regardé pour les sciences humaines, ça m'intéressait. Et puis, il fallait que je rentre donc, à l'Université de Montréal. C'était arrivé à Montréal à 18-19 ans. C'était tout un choc culturel, si on veut. Et le plus beau choc, parce qu'il y en a des beaux aussi, en circulant vers l'université, ben, j'ai rencontré un jeune homme qui avait un sourire extraordinaire. Et avec notre historique de dentiste arracheur de dents à Mastroiat, des sourires naturels aussi beaux. Moi, je ne connaissais pas tellement ça. Je suis tombée sous son charme. Et cette année-là, je suis allée à des cours à l'Université de Montréal, mais je n'ai pas appris grand-chose à l'université. C'est maintenant que c'est à l'Université de la vie qu'on a beaucoup appris, mon nouveau copain et moi. Et c'est ça, c'était l'année de l'Expo 67. Donc, quelle découverte à faire à la Terre des Hommes. Et puis, mon conjoint actuel, qui était celui que j'ai rencontré dans les escaliers mobiles de l'Université de Montréal, eh bien, on n'a pas réussi notre année scolaire. Notre première année universitaire, ni un ni l'autre. Donc,
Moi, je suis revenue par la suite au Collège de Jonquière pour commencer une formation en éducation spécialisée. Mais j'étais, au point de vue émotif, peut-être un peu plus fragile. Et il y a un médecin qui m'avait dit, écoute, je pense que tu pourrais regarder pour avoir un travail qui te demande moins émotivement. Parce que tu as l'air pas mal fragile. OK. Fait que j'ai fait un raccourci, j'ai pris un cours de secrétaire à l'Institut Barthes à Québec. Et puis j'ai travaillé quelques années avant d'avoir les enfants, le mariage et tout. Et je suis revenue aux études plusieurs années plus tard. On pourrait y revenir. À quel moment vous avez senti que la communauté pouvait avoir besoin de vos services, ou à quel moment vous êtes rendu compte que vous pouviez être importante pour la communauté? Parce que c'est un peu ça qui vous a ramené dans le coin. Si on en revient par exemple au musée ou à la Société d'histoire d'archéologie, il y a un intérêt à un moment donné, il y a un clic qui s'est fait, j'imagine? Ou si c'est resté en permanence dans ta tête, dans votre tête de revenir. De revenir puis d'apporter quelque chose à la communauté. Ce qui m'a ramené principalement, c'est le sentiment d'injustice. Okay. C'est qu'on vivait à ce moment-là l'exclusion par le mariage avec un non autochtone. Donc, il fallait... on sentait le besoin de se réunir davantage, de recréer, peut-être de reconstruire une unité. Pour moi, c'était la reconstruction d'un cercle, parce qu'il y avait une brisure vraiment avec cette exclusion-là. La communauté se privait de personnes qui pouvaient l'enrichir, si je peux dire. Alors, le sentiment d'injustice, que nous soyons exclus, on l'a senti beaucoup. Puis une des personnes qui nous l'a fait comprendre au départ, c'est ma tante Carmen. Parce que ma tante Carmen l'avait vécu, cette histoire-là. Elle avait été exclue, mais c'est une personne qui a persisté, qui s'est dit, je reviens et je vais prendre toute ma place. Ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a eu des expériences à l'extérieur. Elle a vécu quelques années aux États-Unis. Puis là-bas, elle a vu des belles choses créées par des Autochtones. Puis elle se disait, je vais revenir chez nous. Mais ce que chez nous, les personnes créent, là, c'est magnifique. Pourquoi on ne met pas en place un lieu pour montrer au reste du monde à quel point c'est beau ce qu'on fait ici? Puis pour ma tante Carmen, c'est comme si ça lui avait donné une raison de plus de revenir et de mettre de l'avant la richesse culturelle des Pukwagamilos. Ça fait que moi, son histoire m'a inspiré beaucoup. Puis elle nous disait, faut qu'on se batte. Elle et Marthe Gill en particulier. Elle m'appelait Marthe, mais elle m'appelait Lise, faut qu'on se batte. Mais avec Bibiane Courtois aussi, on est rentré dans l'Association des femmes autochtones du Québec, puis tout le mouvement avant la modification de la loi sur les Indiens pour faciliter la réintégration, au moins de la première génération, la deuxième génération à ce moment-là. Mais pour nous, ça a été
un élément motivateur pour refaire le lien avec la communauté. On va peut-être revenir à Mme Casavant parce qu'elle a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire du musée, évidemment. La Société d'histoire et d'archéologie a contribué aux archives puis à la mise en valeur du patrimoine, je dis immatériel de la nation du Pequawagaminutch. En quoi la société a été importante au début, quand elle a été créée? Vous n'étiez pas là nécessairement au début de la société, mais quand vous êtes embarqué là-dedans, comme vous avez été président de la société, à quel point l'existence de cette société-là est importante pour la communauté? La société a permis la création du musée. Je pense qu'il était nécessaire de créer une société d'histoire pour, par la suite, créer l'institution comme telle, le musée. La Société d'histoire et d'archéologie de Mastorias apporte quelque chose de différent par rapport aux autres sociétés d'histoire qu'on connaît dans la région. Dans la région, il y a des sociétés d'histoire, il y a des sociétés d'histoire et de généalogie, mais il y a juste une société d'histoire et d'archéologie. Et c'est celle de Mastorias. Parce que avant l'histoire, avant la colonisation et tout, il y avait comme ce que j'appelle une préhistoire, mais c'est pas la préhistoire au sens archéologique du terme, là, une histoire avant l'histoire. Donc, la Société d'histoire et d'archéologie de Mastorias, c'est un lieu où c'est une institution qui permet de garder cette partie d'histoire-là aussi. Il y a énormément d'artefacts au musée. Avez-vous une idée du nombre d'artefacts qu'il y a au musée? 43 000 objets. Archéologiques. Oui. Juste, c'est une richesse incroyable. Hein? On n'est pas très conscient de cette petite partie-là de richesse qui est là au musée. Ils sont tous des témoins de l'histoire, de la préhistoire. Puis on connaît un peu l'histoire de la hache qui a été retrouvée, la hache qui a plus de 6000 ans. Ce sont nos racines profondes. Même si, pour moi, plusieurs de mes ancêtres viennent d'un autre territoire de Première Nation, ici, tu sais, ça fait partie de nos histoires. On était là avant. Puis, la société, par ses archives, contient énormément de matériel comme ça. C'est incroyable, c'est une richesse incroyable. D'une manière plus récente, la société aussi, par les archives du musée, elle possède autour de 10 000 photos anciennes et plus récentes. Les familles de Mastorias partagent leurs photos. Et il y en a énormément au musée. C'est possible d'avoir l'histoire de nos familles là. D'ailleurs, c'est une richesse, c'est une grande richesse pour nous de l'histoire plus récente. Si on parle de culture immatérielle, on va parler des contes, des légendes, des chansons aussi. Puis moi, cette part-là, c'est un élément qui me touche particulièrement parce que aller s'asseoir au musée, même si nous ne connaissons pas bien le Nilwaurum, ce qui est malheureux, mais c'est une réalité, c'est de s'asseoir et d'écouter les sons, d'écouter cette langue-là si musicale, et aussi écouter les chants qui ont été enregistrés peut-être à la fin du 19e siècle,
les chants, les magnifiques chants qui... vous mettez ça sur vos oreilles et vous voyagez dans le temps. C'est très, très beau et c'est la culture immatérielle. C'est une partie de la culture immatérielle qui est conservée au musée. Et les contes et légendes aussi, il y a beaucoup de ce qu'on appelle la culture immatérielle, là, que le musée conserve et que la population peut aller écouter, peut utiliser pour s'enrichir encore plus, parce que la parole des aînés qui est conservée là, imaginez les reportages qui ont été faits avec les aînés, ils nous parlent encore, on a encore tous ces sons, ces histoires, ces légendes, elles sont là au musée. Les personnes sont parties, on perd, à tous les jours, on perd de la mémoire, on perd des personnes, on perd la richesse de ces personnes-là, mais elles ont laissé en héritage de belles paroles, les légendes, les chants, et le musée, les archives, surtout du musée, permettent de conserver tout ce magnifique matériel-là. Ça veut dire qu'au moment où le musée a été créé, la société, il y avait comme une urgence d'aller recueillir toutes ces informations-là, je présume. Absolument. Je pense que ma tante Carmen avait compris cette urgence-là de conserver et de mettre en valeur les mots, les chants, les techniques aussi. Les techniques de broderie, la fabrication des raquettes. Puis ce que ma tante Carmen a mis de l'avant beaucoup dans ces techniques-là, c'est la beauté. C'est la beauté, l'harmonie des œuvres. Parce que si on va encore au musée aujourd'hui, puis on regarde les vêtements qui ont été brodés par les gens d'ici, la veste des chefs, le costume de la princesse des bois, les objets sont beaux. Les techniques de tannage de la peau ont donné des résultats extraordinaires. Les broderies sont belles. Les raquettes, on peut avoir des raquettes faites en babiche qui soient ordinaires. Mais ici, on fait des raquettes, puis c'est des œuvres d'art. Puis pour ma tante Carmen, mettre en valeur et montrer au reste du monde la beauté de ces objets-là. Dire, les Inuits, quand ils voyagent, ils se fabriquent ce qu'il faut pour le voyage, des sacs, des raquettes, les vêtements. Mais ce qu'on a fait plus, on a rendu ces objets-là encore plus beaux. Parce que je pense que c'est dans la culture des Inuits d'aimer ce qui est beau. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les objets usuels, les objets qu'on va utiliser à tous les jours, mais qui ont une part de beauté et de douceur qui fait en sorte peut-être que le voyage va être moins dur. Je ne sais pas, on regarde un beau sac, il me semble que c'est réconfortant. Puis maintenant, on les porte un peu partout, mais tu sais, ils nous rappellent que la beauté, le partage, les gens vont regarder qu'est-ce qu'on porte, puis ils vont trouver ça beau. Puis dans la vie, la beauté, ça fait toujours du bien. C'est sûr, c'est tout à fait vrai. On peut penser aux mocassins, aux mitaines, oui. Tout ça, plein d'objets. Il y a justement eu un projet au début, avant même que le musée soit monté, projet probablement initié par la société, de femmes qui fabriquaient justement ces œuvres-là. Puis, je ne sais pas quelle était la source des informations, tout ça. Probablement que Mme Casavant a joué un rôle important
pour retrouver, par exemple, les motifs, entre autres auprès de Speck, qu'est-ce qu'il avait relevé là, auprès sur de l'écorce au boulot et plein de choses. Là. J'imagine que ça a été un projet déterminant pour la collection de base du musée qui allait être mise au monde quelques années, quelques mois plus tard. Ces objets-là, est-ce que vous avez souvenance de qui les avait fabriqués, par exemple? Qui avait fabriqué les beaux objets, les premiers beaux objets? Quels artisans? Quels artisanes? Mais je me souviens en particulier, on ne met jamais assez de l'avant les personnes qui sont à proximité. Des fois, on va aller chercher très, très loin pour connaître une technique ou voir un artiste qui vient de loin et tout. Mais pour ma tante Carmen, ses premiers artisans, c'était ses voisins. Okay. Monsieur Jean-Baptiste. Monsieur Jean-Baptiste Bégin et Madame Juliette Curtness. Et je les revois encore assis. Ma tante Carmen est assise à côté d'eux. Elle les regarde travailler. Monsieur Jean-Baptiste qui fait des raquettes avec sa belle babiche très fine, fait les motifs à l'intérieur de sa raquette. Et Madame Juliette qui brode. À ce moment-là, on disait flasé. Je ne sais pas d'où vient le terme flasé, mais à un moment, on disait Juliette, elle flase. Donc, avec son aiguille, elle brodait sur le cuir d'orignal. Et pour ma tante Carmen, c'est comme ses premiers artisans plus proches. Puis par la suite, Madame Manigouche, Catherine, Bernadette Raphaël, qui est encore avec nous, c'est une richesse incroyable. Et plusieurs artisanes et artisans de la communauté ont rapidement créé une espèce de petit réseau d'artisans autour d'elle. Et puis, elle a dit, il ne faut pas que ça se perde. Comme ça, rapidement, on a mis des cours. Je me souviens que ma mère a suivi des cours pour apprendre à broder parce que ma mère, c'était une commerçante d'abord. Elle avait son magasin général et le bureau de poste. Mais lorsqu'elle a quitté le magasin général et le bureau de poste, elle s'est mise à apprendre à broder avec Madame Juliette, avec Madame Catherine, puis avec un groupe de femmes de son âge. Comme ça, elle allait s'asseoir aussi dans les locaux au vieux presbytère, puis elles brodaient ensemble. Et les techniques se sont conservées et maintenant, de plus en plus, il y a des jeunes qui brodent, qui font du perlage et qui s'identifient beaucoup avec les différents objets aussi, qui créent des entreprises et autour de ça, surtout la beauté de tous ces objets-là qui sont utiles, mais qui rendent la vie encore plus belle par la création des artisans. Puis ces objets-là, initialement, ce n'étaient pas des objets pour vendre. C'était vraiment pour créer une collection qui allait servir de base au musée, c'est bien ça? Oui, à l'origine, c'était d'abord pour rendre des objets utiles plus beaux, je pense, à partir de ça. Mais par la suite, ils ont créé une collection, effectivement, une collection d'objets pour les exposer, pour montrer, dans la tête de ma tante Carmen, c'était pour montrer au monde à quel point les Pyogorgami Ilnuts étaient capables de créer des beaux objets qui pouvaient être montrés à travers le monde avec beaucoup de fierté. Puis c'est sûr que par la suite,
il y a des artistes aussi qui sont greffés, qui ont commencé à s'exprimer par la peinture. La sculpture aussi. La sculpture à Mastroianni, ça tient un rôle très, très important aussi. Il y a des objets au musée, mais tous les objets qui sont dans l'église de Mastroianni aussi. C'est tout un héritage aussi de très belle collection d'objets fabriqués par des gens de Mastroianni. On a parlé de broderie, mais la sculpture sur bois, là, si on pense à la famille Courtois en particulier, la famille Connelly, comment ils fabriquaient différents objets en bois qui étaient très, très représentatifs aussi pour la communauté de... On se souvient de la table du conseil, entre autres. L'immense table avec les chaises qui avait été travaillée justement par les Connelly, Courtois et compagnie, effectivement. Oui, plusieurs artisans de la communauté qui ont créé de très, très, très beaux objets, puis toujours avec le soutien de la société et du musée. Te souviens-tu des relations qu'il pouvait y avoir entre la Société d'histoire d'archéologie et le Conseil de vente, par exemple? Est-ce qu'il y avait des bonnes relations? Est-ce qu'il y avait une ouverture qui était manifeste de la part des élus, par exemple? Quel a été le rôle qu'aurait pu jouer le Conseil ou qu'a joué le Conseil de vente par rapport à la Société? Il y a un lien qui s'est créé assez rapidement entre la Société et le Conseil. Pourquoi? Parce que la Société, depuis le tout début, engageait des étudiants. Et ces étudiants-là, une petite session au musée, retournaient à l'école, à l'université, mais tous les gens du Conseil, ou pratiquement, qui sont de Mastroianni, ont travaillé au musée. C'était déjà un élément vraiment sensible. L'appartenance au musée, l'appartenance à la Chambre, à la Société d'histoire et d'archéologie est pratiquement dans nos gènes, là. Tous les jeunes ont travaillé au musée. Tous les gens, c'est-à-dire maintenant, on est sur plusieurs générations, là. Mais la sensibilité par rapport à l'institution même, elle est vraiment très, très importante, à mon avis, très, très importante. C'est pas le politique, c'est culturel, c'est une organisation qui a ses racines profondément dans la communauté. On s'illustre au musée, on invite des gens à Mastroianni, on va les inviter au musée. On veut leur faire connaître rapidement la communauté, la porte d'entrée. C'est vrai qu'il y a un bureau d'accueil touristique, mais c'est par le musée que les gens vont avoir le premier contact avec la communauté, qui vont apprendre leur histoire. Puis par la suite, c'est toujours plus facile d'établir des relations à long terme. Et j'ai toujours été persuadée, après avoir travaillé pendant plusieurs années au Conseil tribal Mamouetoun à la négociation territoriale, lorsque j'ai quitté, j'ai pris la présidence de la société tout de suite après, parce que dans ma tête, pour passer à travers bien des préjugés, lorsque c'est le temps de parler d'un traité, il faut qu'on se connaisse. Et moi, je me disais, une première porte pour se connaître, c'est en invitant les gens à venir ici, à visiter, à connaître notre histoire. Ce sera toujours plus facile dans les relations par la suite. Fait que pour moi, quitter le Conseil tribal de Mamouetoun, puis mettre du temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur aussi pour travailler pour la Société d'histoire et d'archéologie de Mastroianni, ça allait de soi. C'était la prochaine étape. Ça, c'est dans les 15 années à peu près? 2006. 2006? Autour de 2006-2007. Mm. Alors,
C'était le temps du renouvellement de l'exposition permanente, le temps de ramener, si on veut, la communauté dans son musée. L'exposition permanente qui a été développée à ce moment-là, en 2006-2007, c'est vraiment les artisans de la communauté qui ont créé l'ensemble du contenu de l'exposition permanente. On a été accueillis par une œuvre de Mariette Manigouche, où il y avait des tentements, les gens revenaient à Mastoyats pour l'été. Donc, c'était une installation avec des grands campements, comme si les gens revenaient, campaient sur le bord du lac. C'était l'accueil. Et en tout cas, cette exposition-là, on l'avait dans le cœur aussi, là, parce qu'on avait mis beaucoup de temps, d'énergie, et avec tous les artistes de la communauté. On rentrait vraiment dans le pays des Inuits. Comme les expositions actuelles, c'est le même objectif de se faire connaître. Et c'était important pour nous. C'était un objectif précis d'accueillir les gens, de se faire connaître. Puis de se sentir accueillis aussi. Que les gens de l'extérieur, ils se sentent accueillis ici. Puis j'imaginais, même ça s'est passé quand même un peu comme ça, c'est qu'on a été de mieux en mieux accueillis à l'extérieur, autour. C'est bon sentiment, mais... C'est bon. Puis un peu plus tard dans votre carrière, vous êtes retourné, je ne sais pas si vous êtes retourné aux études, en tout cas vous avez fait partie de conseils d'administration, de comités de recherche et tout ça. C'est toujours dans l'intérêt de la communauté, je présume, dans l'intérêt de pouvoir amener certains éléments culturels qui appartiennent à la communauté à un autre niveau. Quelle était l'importance de ces implications-là pour vous après avoir siégé, par exemple, à la Société d'histoire d'archéologie? D'abord, je suis retournée... c'est vrai que je n'avais pas poursuivi les études très longtemps. J'ai décidé de prendre un cours de secrétaire, de rester à la maison plusieurs années avec les enfants jusqu'au temps que tout le monde aille à l'école. Puis, le moment où tous les enfants sont rentrés à l'école, j'ai dit moi aussi je rentre à l'école. Donc, alors, je suis retournée au cégep, finir le cégep. Je suis retournée, j'ai amené la famille avec moi. On déménage à proximité de Québec parce que c'est à Québec que je vais pouvoir étudier. Ça fait que toute la famille, on a déménagé à 1 heure de Québec. C'était la limite. On a déménagé à Plessisville, donc je suis allée à l'université faire un baccalauréat en sciences politiques, puis une maîtrise en sciences politiques aussi, avec des cours en anthropologie, beaucoup de cours en anthropologie, en droit. Mais ce que j'avais besoin, c'était de connaître le système qui, à un moment donné, nous a exclus. Comment ça se fait qu'un système qui se dit démocratique, juste et tout, il fait en sorte que des personnes soient complètement exclues, comme c'était le cas pour les femmes autochtones qui épousaient des noms non autochtones à ce moment-là. Mais comme ça, les études, ça m'a amené à comprendre le système politique. Puis, après avoir travaillé au Conseil tribal Mamouetoun, comme je disais tout à l'heure, je me disais, il y a une porte d'entrée qu'il faut favoriser. Donc, que je m'implique au musée, je trouvais ça tout à fait normal. Là. C'était notre manière d'accueillir les gens pour se faire connaître et pour avoir de meilleures relations avec les autres. Et par la suite, toujours dans cette idée de sensibiliser le monde en général, là, de la situation des Autochtones et des espèces d'exclusion, j'ai été au conseil d'administration du Conseil de presse du Québec. J'ai été au comité de plainte et à la commission d'appel au conseil de presse parce que je trouvais... Ça m'inquiétait la manière que
les propos des Premières Nations étaient utilisés dans la presse, comment il y avait beaucoup de préjugés encore, et avec ces quelques années d'analyse des dossiers de presse et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Par la suite, j'ai travaillé un peu comme consultante pour faire connaître la négociation elle-même, les enjeux de la négociation. Ça, j'ai travaillé quelques années là-dessus en étant à la maison. Et par la suite, je suis rentrée sur un comité d'éthique à l'Université du Québec à Chicoutimi, d'analyse des projets de recherche. Et il y a souvent des projets de recherche comme ça que des chercheurs adressaient dans des communautés autochtones. Comment prendre en compte, comment travailler avec les Premières Nations lorsqu'on fait de la recherche. Et c'est sûr que le monde de la recherche avait comme une mauvaise presse un peu, à savoir, on va chercher des informations chez les Autochtones, puis après ça, on s'en sert pour la recherche, puis on n'entend plus jamais parler. C'était un souci assez constant avec les Premières Nations. Ça fait que moi, pendant quelques années, j'étais au comité d'éthique à l'Université du Québec à Chicoutimi, travailler sur l'évaluation des projets de recherche pour s'assurer que les personnes des Premières Nations étaient bien respectées dans la démarche de recherche. Par la suite, il s'est développé des principes de participation, en tout cas, s'assurer que les Premières Nations étaient bien respectées dans les recherches et que ce qui était récolté revenait aux Premières Nations. Revenait pour être vraiment utile. Pas juste une recherche pour rechercher, là. Quoique la recherche fondamentale et libre, c'est vraiment très important aussi. Mais s'assurer qu'en fin de compte, tout ce qui était récolté, ça pouvait servir pour le développement des Premières Nations. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que ça revenait dans la communauté? Ça revient de plus en plus. OK. Et il y a quelque temps, on faisait des recherches sur les Premières Nations. Puis ce qui se passe de plus en plus, c'est que maintenant, on fait des recherches pour les Premières Nations et ce sont des gens des Premières Nations qui de plus en plus font les recherches. C'est une nuance importante. Oui, parce que de plus en plus, les jeunes vont à l'université, ils développent des projets de recherche aussi, puis en lien avec ce qu'ils sont. Donc, c'est toute une part importante de la recherche qui se développe par les Premières Nations. Et puis, dans le cadre de ça, à un moment donné, j'ai un appel où on me dit, bon, écoute, est-ce que tu serais intéressé à faire partie du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec Société et Culture? Ah. Puis, j'ai été surprise un peu d'avoir une telle demande. J'ai dit, je vais m'informer, voir qu'est-ce que c'est exactement. Puis, j'ai dit, qui m'a proposé? Ah, là, on n'avait pas de réponse pour moi. Avec le temps, j'ai regardé ça, j'ai dit, bon, des chercheurs que je connais, et j'ai pensé à Elizabeth Kane. Elizabeth Kane, c'est la fondatrice de la boîte Rouge-Visp. Elizabeth Kane, avec qui on a travaillé au musée à plusieurs reprises, qui est décédée il y a quelques années, subitement. Et c'était une chercheuse. Elisabeth était une Wendat. Et elle avait une approche tellement respectueuse dans son travail. Et pour nous, c'était une ressource vraiment importante, là. Et je crois que c'est Elisabeth qui avait proposé mon nom pour faire partie du conseil d'administration du Fonds de recherche. Si j'ai eu une petite contribution, ben c'est sûr que je suis là en tant que Lise Gill. Je suis une membre indépendante au Fonds de recherche, au conseil d'administration,
Je suis membre indépendante parce que je ne suis pas une chercheuse. Mais c'est sûr que la dimension des Premières Nations, je ne peux pas faire autrement que de la porter. Et si j'ai une petite contribution, c'est sur la reconnaissance des savoirs des Premières Nations par la communauté de la recherche. Et je sais que, comme l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ils travaillent énormément là-dessus. Il y a de plus en plus d'étudiants autochtones et tout le volet des savoirs de plus en plus est reconnu et c'est magnifique, là. Tu sais, on n'a plus... On regarde les sciences, on regarde la science, puis on regarde les savoirs et l'ensemble. Quelle richesse de connaissances. Et pour moi, si j'ai pu contribuer à ma manière à apporter la nécessité de prendre en considération le savoir des Premières Nations au même titre que les sciences et bâtir ensemble pour un avenir meilleur, pour tout le monde. Il n'y a pas un savoir qui est plus grand que l'autre, mais c'est de mettre ça ensemble. Et pour moi, travailler avec les collègues au conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec, maintenant qu'il y a seulement un fonds global, et d'avoir des relations dans les différentes sphères, autant nature, technologie, santé et société et culture, puis d'une certaine manière influencer. C'est bon. Le temps file. Il nous reste quelques minutes, mais... J'en dis trop. Non, c'est parfait. Tout ce que tu dis, c'est super intéressant. Je veux savoir peut-être la Société d'histoire d'archéologie, quand elle a été créée, est-ce qu'elle avait déjà une mission de créer des archives de façon aussi importante, ou bien c'était de mémoire, est-ce que c'était seulement le musée? Pour le musée qu'elle avait été créée, de mémoire? Te souviens-tu d'avoir vu ça quelque part? Je pense que l'idée principale, c'était de créer un musée. La société était nécessaire pour la création du musée. Le musée a grandi par la suite en élargissant, si on veut, les autres aspects comme les archives. Comme les archives se sont développées par la suite. Mais je pense que l'idée première, c'était de créer un lieu pour montrer ce qui est beau. Un premier. Après ça, c'est venu. Presque naturellement. Presque naturellement. Puis je pense qu'au tout début, il y a eu beaucoup les recherches archéologiques. Un lieu, peut-être rechercher un lieu pour pouvoir garder ces objets-là, garder ce fil-là de l'histoire, de la préhistoire. Avec le temps, il y a des installations plus importantes qui ont été faites autour du musée pour avoir les bons lieux pour conserver. Puis un peu plus tard est venue la volonté, si on veut, des personnes de conserver leur patrimoine familial. Au lieu de garder les photos chez nous, en les déposant au musée, on est sûr qu'ils sont bien conservés, qu'ils sont accessibles, que si nos enfants ne sont pas intéressés, peut-être que nos petits-enfants vont être intéressés à les consulter, à aller voir l'histoire de leur famille. Puis par la suite, il y a, comme je pense en particulier à ce que M. Curtness, Édouard Curtness, toutes ces archives qu'il a déposées au musée. Je pense à M. Moreau, qui au tout début, qui est un archéologue, qui au tout début travaillait avec ma tante Carmen. Je pense qu'il y a eu des expéditions en archéologie au lac Chauchouane en particulier. Je ne sais pas, peut-être des années 80, dans les années 80. Puis, j'ai perdu le fil.
Il impliquait d'ailleurs des membres de la communauté pour ces recherches-là. On pense à Lise Germain, Jeanne-Mance Germain, Marco Collin, entre autres, qui ont fait des recherches justement au lac Achomouchouane, supervisées par l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, c'est sûr que la collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi, avec surtout les chercheurs en archéologie, puis je pense à Elisabeth Kane aussi, qui était de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a toujours eu une bonne relation avec l'Université du Québec à Chicoutimi, comme avec l'Université de Montréal aussi, avec une chercheure en particulier, Élise Dubuc, sur le rapatriement des objets qui ont été déposés il y a une centaine d'années peut-être dans les musées aux États-Unis par Speck en particulier. Puis, quelle place que je suis rendue? Tu étais rendue à... Je demandais, en fait, si la société développait en parallèle son centre d'archives, c'est comme venu naturellement, après avoir lancé l'idée de créer un musée pour conserver les objets, puis reproduire les objets, mais naturellement, le centre d'archives s'est construit. Quelle importance que revêt le centre d'archives aujourd'hui, par exemple, pour la communauté? Oui, le centre d'archives, aujourd'hui, c'est une banque. C'est une banque de photos, de films, plusieurs petites vidéos aussi. Une banque qui peut être utilisée. Je pense que les personnes qui travaillent au musée sont très ouverts à accueillir les gens qui ont envie de connaître leur histoire, qui ont envie de la raconter aussi. Je pense à une section en particulier dans le musée actuellement, c'est le tableau qui est à gauche lorsqu'on arrive, et il y a des photos de personnes des différentes familles. Et à plusieurs reprises, on a demandé aux gens, racontez-nous l'histoire de votre famille. À partir d'une photo, dites-nous qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait. Moi, malheureusement, je trouve que c'est pas assez utilisé, là. On peut prendre le temps à partir d'une photo, ah oui, je me souviens de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait en particulier, à quelle place elle habitait dans la communauté, qu'est-ce qu'elle nous racontait. C'est toute une richesse qu'on possède individuellement. Les connaissances, les gens qu'on connaît de la communauté, ils ont toute une partie de notre histoire, puis c'est important de la raconter. Puis le musée, puis le centre d'archives, il est là pour accueillir tout ça, puis pour le partager maintenant avec nous, mais le partager aussi pour le futur. Et notre histoire est magnifique. Il faut pas la minimiser. Elle est grande. C'est une belle histoire. Bon, puis le musée nous permet de la conserver, de la raconter, de la partager. C'est essentiel. Voilà. Ça complète pas mal ce qu'on avait dit. Y a-t-il des choses que tu voudrais rajouter de ton cru? Combien qu'il y a d'objets ethnohistoriques au musée? De documents? Objets ethnohistoriques. 2300. OK. Tu disais tantôt archéologique, tu disais 43 000? Archéologique, 43 000, je t'ai dit. Il y a 10 000 photos.